D'abord, ces instances de participation correspondent à une injonction gouvernementale de participation. Alors, je crois que c'est quand même, faut dire les choses comme elles sont, c'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire que l'État exige, à travers la loi 2002, dans ces structures, la mise en place d'un certain nombre d'instances, de réunions, etc., destinées à faire émerger une volonté de participation. C'est-à-dire, vous mettez en place des structures et vous dites aux personnes, emparez-vous de ces structures et développez au sein de ces structures un projet personnel ou collectif qui vous concerne. Ici, on avait la matière pour non plus avoir une association qui œuvrait en fonction des décisions du gouvernement, des orientations stratégiques, etc. On avait une identité de personnes qu'il fallait loger. Et cette identité, elle était à découvrir, il la connaissait, il fallait savoir écouter les gens. Et vous vous rendez compte, c'est quand même un peu la révolution que d'écouter les gens et de leur trouver un logement. Et pour que l'association ait une force politique, il faut qu'il y ait un vrai conseil d'administration, qui ne soit pas un conseil d'administration d'apparat, mais qui ait une vraie action, une vraie connaissance des actions qui sont conduites. Où on se met autour de la table et on voit dans l'association ce qu'on fait pas, ce qui marche pas, pourquoi. On se pose 10 000 questions. Et ça, c'était très intéressant pour moi. J'ai trouvé ça mentalement très vivifiant, en plus. En ne développant que l'expertise, on devenait une structure technocratique. En développant également la gouvernance politique, on redevenait une vraie association qui marche sur ses deux pieds. Une des questions a été quels seraient les intérêts, au sens les bénéfices, pour une personne accompagnée de venir participer typiquement à cette instance-là. Eux, ils ont l'expérience de gérer quelques heures, quelques mois, quelques années de galère. Et par rapport à leur galère, qu'est-ce qui m'aurait rendu service? Ou qu'est-ce qui m'a rendu service pour les personnes accompagnées qui sont sorties et qui reviennent avec nous? Ça, c'est pas la grande théorie. Le réel, le concret. Effectivement, les gens qui sont capables de réfléchir à un certain nombre de problèmes, qui sont capables de les exprimer et qui vivent les situations au quotidien ont assez naturellement
vocation à représenter les choses. En fait, il y a eu un basculement, c'est-à-dire on part d'une idée de donner les moyens aux personnes de participer à une transformation qui devient « vous devez participer ». C'est-à-dire vous devez participer, les réunions ne sont pas organisées collectivement, mais les responsables de ces structures, dans certaines structures, fixent les dates et rendent la participation à ces réunions obligatoire. On s'est battu pour que les personnes accompagnées puissent être représentées au CRHH. Le CRHH, c'est une très grosse institution, hein, c'est le comité régional de l'habitat et de l'hébergement. C'est quand même présidé par le préfet, vous avez le conseil régional, tous les institutionnels qui ont eux-mêmes un temps de parole très réduit. C'est extrêmement formel, c'est très long, sauf que les personnes qui y vont, elles m'ont dit mais c'est pas possible, quoi. On s'ennuie trop. On comprend même pas la moitié de ce qui se dit, de toute façon, même si ça a été préparé en amont, hein, parce que l'URIOPS prépare toujours les personnes du COPIL, en l'occurrence ce sont les personnes du COPIL qui y vont, leur explique toujours les différents sujets, mais il y a beaucoup de sujets, c'est des trucs, c'est des schémas d'urbanisme, c'est extrêmement complexe. Il faut qu'ils se sentent libres. Là, c'était important que le siège y soit parce que c'est symbolique, mais qu'ils se sentent libres d'y aller ou pas. Parce que s'ils ne vont pas aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, vous ne faites pas en sorte que je puisse comprendre ce que vous dites, quoi. On peut avoir une discussion extrêmement technique et être extrêmement désobligeant vis-à-vis de gens dont on sait très bien qu'ils ne vont pas comprendre parce que c'est des discussions très techniques, etc. Au sein même du conseil d'administration, sans être une personne accompagnée, il y a des gens qui sont parfois très éloignés de certaines discussions techniques, par exemple budgétaires. Là, c'est pareil, on a des personnes accompagnées qui peuvent... Alors, on fait l'effort d'être pédagogue avec ces personnes-là dont on sait que la formation ou l'appétence n'est pas extrêmement orientée vers les questions techniques et budgétaires. On va leur expliquer. Les personnes accompagnées, c'est pareil, hein. Elles ont la même propension à comprendre que vous et moi sur des questions qui peuvent leur être expliquées de manière pédagogique. Et donc, comme il y a cette grande capacité de se mettre à niveau, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas de s'assurer que la personne se sent plutôt bien accueillie et qu'elle comprend plutôt bien les choses, de reformuler, il y a beaucoup de reformulations si c'est nécessaire. Je ne me suis pas sentie pas du tout à ma place ou la nécessité de faire ma place s'il y avait besoin. La place était plutôt faite de base. On ne peut pas organiser une réunion avec des personnes accompagnées comme on le fait exactement, dans le même format, avec des discours incompréhensibles pour les personnes, sans avoir au préalable réfléchi et informer la personne de comment ça va se dérouler, de quand est-ce qu'on va faire des pauses, de si elle va être interrogée ou non, de comment on va restituer ce qu'elle dira. Voilà. C'est ça qui est un peu compliqué, qui demande du temps. C'est aussi quand on organise et qu'on veut vraiment recueillir la parole d'une personne, si ça nous intéresse vraiment, pas si c'est juste pour dire qu'on le fait, hein. Mais si ça nous intéresse vraiment, ça demande un travail en amont. Et après, par contre, c'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est du temps à considérer dans le temps de réunion. Forcément, on n'aura peut-être pas le même volume de productivité qui était peut-être le cas quand il n'y avait que des administrateurs, avec le vocabulaire administrateur, avec les codes, les us et coutumes et la connaissance de l'actualité, plus peut-être le bagage personnel, culturel, d'études, etc. Mais voilà, un train en route qui peut aller vite parce qu'on parle tous le même langage. Si on veut intégrer une personne qui ne parle pas le même langage, ça demande du temps. Et la façon de le dire, parfois c'est une façon un peu maladroite même, mais ça fait rien parce que ça va mettre très à l'aise les gens qui sont dans le public. De voir que c'est justement pas quelqu'un qui parle facilement du sujet, et c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui va présenter le sujet. Rien que là, ils vont être à l'aise dès le début. Il faut qu'elle s'engage dans cette démarche de faciliter finalement l'expression des autres. C'est, je pense, une posture de facilitateur. Tout à fait. Moi, j'aime bien cette idée-là, parce que pour certains, ils sont passés par là. Oui. On leur a aussi facilité l'entrée dans ce comité de pilotage qui confère une certaine place aussi, une certaine légitimité à prendre la parole aussi pour, quelque part, aider les autres aussi. Si on part de rien et qu'on se dit on fait rentrer des usagers dans un conseil d'administration, en partant de zéro et en décrivant une réalité telle qu'elle, effectivement, ça soulève plein de questions. Quand il s'agit d'un processus qui est à l'œuvre depuis l'origine de l'association, on va se rendre compte que finalement c'est une suite logique d'événements qui amène à cette réalité d'aujourd'hui.
Alors, je vous l'ai dit, au départ, c'était des personnes qui, effectivement, avaient déjà une certaine connaissance de ce qu'était la participation, pas forcément la représentation, parce que j'étais assez peu sollicitée pour représenter dans les institutions, c'est plus le cas aujourd'hui. On a été repérés parmi les gens qui pouvaient parler et qui avaient le courage, parce que beaucoup de gens, des fois, ne parlent pas parce qu'ils ont peur aussi. Moi-même, étant ancien de l'aide sociale à l'enfance, ayant bénéficié de l'aide de la DEPAP, j'ai décidé à ma sortie de pouvoir m'investir et à mon tour aider. Après, comment elles sont repérées alors, celles qui sont aujourd'hui, effectivement, ça peut être parce qu'elles ont participé plusieurs fois, elles se sont intéressées, elles ont accroché, et qu'on a, nous, un des membres du COPIL, à repérer une certaine facilité dans l'expression. À l'intérieur de cette pension de famille, un travailleur social m'a indiqué que, puisque je n'avais pas d'activité, ce serait peut-être intéressant que je participe au CRPA. En fait, ils ont dit que ils ouvraient aux adhésions, ils proposaient aux résidents d'adhérer, que c'était 1 euro symbolique, c'était pas voilà, et que les résidents qui adhéraient, eh bien, pouvaient mettre un peu la main à la pâte et aider les autres résidents à faire pas mal de choses, comme par exemple à participer à tous les ateliers, aux projets de l'ALPA. Il faut savoir que ce sont souvent des personnes qui sont sorties de la situation de la plus grande précarité, qui souvent sont dans des hébergements plus durables, qui sont pas en hébergement d'urgence, qui donc ont un certain recul et sont capables effectivement de parler de ce qu'elles ont vécu ou d'autres choses. C'est même justement une fois sorti de la situation personnelle qui nécessite l'accompagnement que vient l'envie d'ouvrir plus large et de participer à d'autres choses, parce que personnellement, humainement, on a été touché par l'enjeu, par le sujet. Donc après, il y a... Mais ça c'est pas chez tout le monde non plus. Donc, et c'est ça aussi qui est appréciable dans cette manière de réfléchir autour de, notamment là, de la gouvernance. C'était vraiment, je ne fais que dire, moi, ma vision, moi, ça me parle comme ça. Je pouvais, par mes facilités d'expression, de compréhension, aider mes collègues. Et donc, c'est là qu'on a bien la participation et quelque part, je dirais, entre guillemets, la représentation, parce que le mot me semble bien prétentieux, je dirais. Je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas forcément sur mes talents intrinsèques que j'ai été choisi, mais aussi pour une facilité de communication, parce que ces réunions, il faut gagner du temps, donc on ne peut pas passer beaucoup de temps pour expliquer les choses, donc quand il y a quelqu'un en face de soi qui capte, qui parle le même langage, c'est beaucoup plus confortable. Mais ce sera toujours de l'incitation, ça se passe ou du volontariat. Voilà, c'est vraiment où certaines personnes vont le solliciter, elles vont demander, elles vont dire ah oui, moi j'aimerais bien, mais sans trop savoir en réalité ce que c'est, à quoi elles s'engagent. C'est vrai que c'est quand même assez contraignant. Voilà. Et ensuite, on m'a demandé de participer au comité de pilotage du CRPA, puis au CNPA, et puis de fil en aiguille, rencontrant de plus en plus de personnes dans ces différentes instances, en fait, j'ai été de plus en plus sollicité, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je participe à une dizaine d'instances au niveau local, régional, national. Et j'espère que je finirai ma carrière à l'ALPA le jour où on pourra changer en toute sérénité de président et que, pourquoi pas, une personne accompagnée devienne présidente. Alors, je ne pense pas devenir la présidente, mais m'investir et rentrer dans le bureau, pourquoi pas. Mais si jamais j'ai la possibilité dans quelques années, je le ferai, oui. Parce que l'ALPA, c'est quand même une association qui m'a pas mal aidée et j'aime bien toutes les valeurs et tous les principes qu'ils ont. J'étais déjà très investi à l'association, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer à la présidence, on verra bien. Et j'ai été élu à la majorité. Ma seule formation que j'ai, c'est être ancien de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est ça qui nous donne la sensibilité particulière à être aujourd'hui président de la DEPAP, puisque pour faire partie du conseil d'administration, il faut être ancien de l'ASE. Mais nous avons aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs qui sont avec nous et qui nous accompagnent. Le vécu, ça ne s'enseigne pas en amphi. Validation des acquis de l'expérience, oui. C'est aussi un diplôme universitaire. Vous avez fait ça, vous avez analysé ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, et maintenant, voilà, vous êtes reconnu comme compétent. Il n'y a que récemment
qu'on a proposé, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on a proposé aussi aux membres du comité de pilotage, on leur a demandé s'ils souhaitaient, eux, faire une formation. Et finalement, on a eu assez peu de réponses positives. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas imaginer peut-être une réponse à des besoins plus précis à partir du moment où les sollicitations vont se démultiplier. Parce que formation, ça peut résonner d'abord école et puis voilà. C'est comme quand on dit expert, quoi. Hein. C'est quand même difficile aussi de se voir désigner expert, il me semble. Hein. Je ne sais pas si, parce qu'on a eu des moments difficiles dans sa vie, on peut se considérer comme un expert de ses difficultés. Mais en tout cas, on a vécu l'expérience de ces difficultés et donc on peut en dire quelque chose de l'intérieur. Voilà, moi je pense que c'est intéressant de considérer comme ça et je pense qu'à ce moment-là, la parole que ces personnes portent, elle est extrêmement complémentaire de l'autre parole. Il faut regarder et voir. Il faut écouter et entendre. Voilà, et je pense que l'expertise dont vous parlez, elle vient de là. Subitement, quand on a été, entre guillemets, on est demandé de participer à telle ou telle chose, la vision change complètement, et on se dit, mais ça je peux le faire, ça je peux le faire pour les autres. Mais là, j'ai écouté, j'ai entendu les autres, et ce qu'il veut, c'est ça. Alors, voilà. Cette expertise, en fait, voilà, de venir chercher la personne en tant qu'expert de son vécu, finalement. De son regard, de ce qu'elle a traversé ou de comment elle pourrait se projeter par rapport à sa vie à elle sur voilà, des projets, si on envisage les choses comme ça, comment est-ce que la personne pourrait le ressentir. Il y a, j'ai envie de dire, presque que ça qu'on peut partager ou simplement, en tout cas, voilà, offrir. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi une chance. Pourquoi ? Lorsque j'ai intégré le CRPA au départ, c'est-à-dire le milieu du social au sens global du terme, m'était totalement étranger. En fait, à ce moment-là, j'étais préoccupé par quoi ? Par avoir un cadre de vie, c'est-à-dire en fait un logement. Voilà. Après, on s'aperçoit qu'au-delà du logement, quand on commence à regarder et à prendre en compte son environnement, on voit qu'il y a des personnes, ces personnes ont des problèmes psychiques qui sont pas forcément les mêmes que les vôtres, mais qui appartiennent à la même famille de la santé mentale. Donc on s'intéresse à la santé mentale, l'hébergement, la représentation. Et en fait, plus on participe à des instances différentes, plus on commence à avoir une vision globale du problème dans une zone géographique donnée. Et en fait, plus ça devient riche. Et plus l'expérience est riche, plus la réflexion sur la situation devient riche aussi. Donc vous voyez qu'il y a une dialectique là. D'un côté, on devient de plus en plus compétent et on peut avoir une réflexion de plus en plus approfondie et faire des propositions éventuellement de plus en plus pertinentes, avec le risque toujours de se couper du quotidien. Au niveau des professions qui ont un trait à la souffrance, je dirais à la souffrance humaine, où on traite un peu les gens comme des dossiers, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut un certain recul. Certainement, il le faut. Moi, je vois des éducateurs spécialisés, par exemple, qui donc ont affaire à tous les gens dans la précarité ou dans la psychiatrie. Il faut qu'ils prennent du recul, sinon, il arrive à un moment donné où ils font un burn-out, ou parce que bon, voilà. Mais est-ce qu'après, on ne prend pas trop de recul, justement ? Est-ce que je fais pas mal d'interventions. On nous demande aussi de faire des interventions aujourd'hui dans les écoles de formation d'éducateurs, type l'IMF, l'IRTS, justement pour apprendre aux jeunes personnes qui vont devenir des éducateurs spécialisés à travailler un peu différemment. Voilà. Et plus être, par exemple, je fais un cliché, hein, c'est juste un cliché, de dire moi je suis l'assistante sociale ou l'assistante sociale, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre papier, je sais ce qu'il vous faut. Non, il faut arrêter de penser comme ça. On est abonné à peu près à toute documentation sociale, direction, le bulletin de la protection de l'enfance. Donc on est aussi ainsi en lien avec Paris, avec les responsables des assises, etc. Donc on est très informé des avancées de la protection de l'enfance. On est aussi
en lien avec des députés, des sénateurs, avec même le secrétaire d'État en lui-même, qu'on a rencontré plusieurs fois. On est consulté à chaque prise de décision sur l'amélioration de la protection de l'enfance. C'est vrai que quand on voit par exemple certains résidents, il y en a qui peuvent être malades, il y en a qui peuvent juste avoir besoin d'un coup de pouce, il y a pas mal de cas différents ici et quand on les croise juste, on ne sait pas qui ils sont vraiment et on a des a priori. Alors que quand on creuse vraiment, eh bien on voit que c'est une personne qui a soit un lourd vécu, qui a un grand cœur, qui est totalement différente de les a priori qu'on pouvait avoir sur elle. Donc oui, je serais capable de parler au nom de la personne ou des résidents pour dire voilà, tels sont les besoins et on a besoin d'un coup de pouce. J'essaie vraiment de travailler sur l'intelligence collective, sur le groupe de travail, sur la prise de position de tout le monde parce que je représente les autres, ils me font une confiance énorme et je leur dois une certaine aussi reconnaissance et donc chaque fois que je dois me positionner ou même si c'est en urgence, quand je reçois un appel le matin, j'essaie de téléphoner à un maximum de personnes pour savoir ce que je vais dire le soir et en accord avec le groupe. J'ai toujours en tête cette phrase de Nelson Mandela qui disait « Ce que vous faites pour nous sans nous, vous le faites contre nous. Si on veut parler d'un usager, il faut le remettre au centre de tous les débats. Et si vous n'êtes pas concerné par la santé mentale, vous ne savez pas ce que c'est. Alors si on n'a que des médecins, mais on a un avis médical. Mais le citoyen qui est usager de la santé psychiatrique, des parcours de soins qui sont un véritable parcours du combattant, on manque cruellement de psychiatres. La personne qui n'est pas bien, qui ne va pas bien, qui est en pleine ou décompensation ou en pleine crise ou au bord du suicide, et si elle ne trouve pas un écho, c'est des catastrophes. Donc nous, on a des connaissances, on intervient, et en même temps, ça enrichit tout le monde parce que aujourd'hui, on a des rapports avec les professionnels qui nous disent « Ah oui, mais ça, on n'y avait pas, peut-être, on n'y avait pas pensé, ça, on ne le voyait pas comme ça. » Une fois par mois, on a un conseil de maison. Donc au conseil de maison, tous les résidents se réunissent et on parle un petit peu de tous les problèmes, on essaie de trouver des solutions et ça se fait ensemble. En ce qui concerne le conseil d'administration, à ce moment-là, on parle plus des projets, de ce qu'on a envie de faire. Et nous, en tant que résidents, enfin moi par exemple, je peux dire que ce serait bien qu'on mette en place telle chose ici au Pléiades ou à la pension de Famille Soleil pour que les résidents se sentent mieux ou autre. Je peux m'exprimer pour les gens, pour faire remonter un certain nombre de choses, un certain nombre de préoccupations, un certain nombre d'aspirations. Maintenant, la dimension descendante, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. C'est beaucoup plus compliqué, et c'est vrai qu'il y a parfois des moments où ça rend un peu fou. C'est-à-dire, il est assez facile pour moi d'expliquer avec des concepts bien définis, avec des termes choisis, ce que je peux ressentir, ce que les gens avec qui je vis peuvent ressentir ou peuvent désirer avec des personnes avec lesquelles on partage la même formation universitaire, le même langage, les mêmes concepts, etc. Maintenant, en sens inverse, le travail d'explicitation, la nécessité d'utiliser des mots plus simples, des concepts plus simples, faire simple, c'est vachement compliqué. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile avec des gens qui ne sont pas non plus spontanément à l'écoute. Il y a un certain nombre de gens, par exemple, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ou très très peu. Des gens qui ont du mal à s'exprimer, ne serait-ce qu'à faire une phrase complète pour exprimer. Et donc ils sont toujours en bataille, et intérieure et extérieure, pour se faire comprendre. Et donc, en les côtoyant de près, eh bien, on peut, entre guillemets, prétendre que les aider, en tous les cas, on peut les aider à se faire entendre et à se faire comprendre. C'est une forme de responsabilité, en tout cas, une forme de responsabilité collective à promouvoir la parole des personnes qui ont été
ou qui sont en difficulté sociale. On va participer à cette démarche pour que tout le monde puisse le faire. Voilà. Effectivement, ils sont assez, alors sans rien vouloir révolutionner, parce qu'ils sont très conscients des difficultés que ça nécessite, des difficultés de la mise en œuvre réelle d'une participation. Donc ils sont très réalistes. Mais malgré tout, il y a un engouement, il y a une envie vraiment de changer les choses et de mettre en place véritablement la participation. On essaye par exemple que ce soit des personnes accompagnées qui présentent le sujet. Ouais, tout à fait. Il me semble que ça, c'est déjà très une bien, forme ça. d'interaction très intéressante parce qu'il me semble que ça donne la possibilité à des personnes de pouvoir reprendre un peu cette façon de faire en disant bah, tiens, je vais retourner dans mon CHRS et ce soir, je vais expliquer ce que j'ai vécu aujourd'hui. En m'inspirant peut-être de la façon dont ça a été dit par la personne accompagnée. Et finalement, si la personne s'est appropriée ses propos, elle pourra peut-être le redire à sa façon, mais le redire comme ça. Ça peut être des passages de relais de cette façon-là. À partir du moment où vous vous positionnez à un moment ou à un autre comme représentant, que vous êtes repéré comme étant un représentant, disons pour le moins pertinent au niveau du propos, vous allez être sollicité de plus en plus. Et donc, vous allez représenter un certain groupe dans un nombre de plus en plus important d'instances. Et là, est-ce qu'on ne tombe pas dans la surreprésentation ? Dans les CMP, il n'y a plus de médecins. Dans les MDPH, il n'y a plus de médecins. Pour avoir des rendez-vous, Donc nous, on est là pour aussi bouger, comme vous disiez, le cocotier, parce que des fois, il y a des gens qui se rendent compte, eh oui, mais les gens qui sont en crise psychiatrique ne peuvent pas c'est pas possible. Les gens qui sont dans la rue et qui n'ont surtout pas envie d'y être, c'est pas possible. Alors, je sais bien qu'ils ne font pas des miracles, et qu'eux aussi, ça ne doit pas leur faire plaisir d'annoncer aux gens qu'ils n'ont pas de solution, mais voilà, il faut se rendre compte que c'est pas possible, quoi. Nous, on est là toujours pour leur rappeler que leur façon de voir, c'est pas la seule et unique, et que c'est peut-être pas la bonne, qu'il y a peut-être un autre angle de vue. Ça veut juste dire qu'il faut accepter à un moment donné de changer de posture. Mais ça, c'est pas spécialement l'État, c'est pareil pour les professionnels. Il faut juste accepter à un moment donné, effectivement, qu'on remette en cause la façon de travailler du travail social, la façon dont l'État a conçu un dispositif qui, en fait, ne fonctionne pas sur tel ou tel point. Moi, je suis ouverte à ça. J'estime que c'est indispensable qu'autour de la table, ceux qui vivent vraiment les dispositifs qu'on essaie de mettre en place pour eux puissent exprimer leurs difficultés. Si c'est des difficultés, il faut qu'on les entende et qu'on voit comment on peut y remédier. C'est pas du tout une remise en cause, c'est accepter qu'effectivement ce qu'on annonce, ce qu'on prévoit ne fonctionne pas forcément toujours comme on l'aurait souhaité et essayer d'y remédier. Il faut en passer par les usagers, il faut les écouter, mais pouvoir aussi il faut les accepter. Beaucoup de professionnels ont du mal avec ça. Voilà. Parce que quand on se retrouve dans une réunion où on n'a que des directeurs et qu'on se retrouve, on est deux usagers, bon, nous, ça ne nous empêche pas de parler parce qu'on a un petit peu l'habitude maintenant, mais c'est pas fait pour ça. On se rend compte que on se dit, bon, cette commission, ça va servir à quoi? Justement, impliquer les personnes accompagnées dans les formations des futurs travailleurs sociaux, c'est super intéressant pour ça. Bien sûr. Que nous arrêtions de parler des personnes sans qu'elles soient là, mais que nous puissions enfin parler des personnes tout en partageant et les faire intervenir. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Enfin, c'est un axe de développement majeur dans les organismes de formation aujourd'hui. La parole des personnes accompagnées n'est pas un danger pour nous. C'est au contraire un levier extrêmement important, à condition que cette parole, on la prenne au même titre que les autres paroles. On ne se pose pas la question, tiens, dans le conseil d'administration, j'ai un ancien banquier. Et alors, on ne se pose pas la question de sa parole. Il va agir avec sa parole de banquier, donc il va ne voir l'association que par le côté financier. Au contraire, il nous amène son expertise financière, ce qui nous aide beaucoup dans certains choix stratégiques en termes de budget. Et en même temps, il nous amène sa parole de citoyen et son avis de citoyen. Pourquoi on se pose la question pour les personnes accompagnées?
se dirait « ils vont nous dire des choses dangereuses pour l'avenir de la politique associative ». Mais on ne se la pose pas, ça, pour les autres. Et comme nous investissons depuis le début plutôt sur la compétence des gens que sur leur supposée défaillance, il n'y a pas de raison qu'on change encore notre fusil d'épaule. Donc, on fait confiance aux personnes accompagnées pour que quand elles soient administrateurs ou adhérents de l'association, elles agissent pour le bien de tous et pas seulement pour le leur. Ça permet de partager tous ensemble et notamment aux professionnels de capter toutes ces choses-là, toutes ces nuances qui leur permettront d'accompagner, enfin accompagner les personnes au mieux, mais aussi d'élaborer au mieux le projet collectif de gouvernance. Et il n'y aura pas forcément une manière de faire générale, applicable à tout le monde. Les travaux qui sont faits remontent au moins au niveau de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et au niveau du CRPA, vu qu'on travaille jusqu'au niveau national, on espère bien qu'il y a des choses qui vont atterrir, que c'est lu, que ça va être lu et que ça va être utilisé. On va prendre un exemple. Les bailleurs sociaux freinent des quatre fers pour accepter dans leur logement des personnes souffrant de troubles mentaux, parce que dans une tour, dans un bâtiment, quand vous avez une personne qui commence à décompenser une maladie psychique grave, c'est un bazar à n'en plus finir. Alors, dans cette commission logement, hébergement, les bailleurs sociaux ont dit qu'il serait bon qu'on fasse une étude. Nous, bailleurs sociaux, avec les gardiens d'immeubles, on va voir quelles sont les problématiques qui se posent par rapport aux personnes qui présentent des troubles psychiques. Très bien. La réunion se passe, établissement du questionnaire et tout. Et c'est là où les représentants ont aussi une fonction de poil à gratter. À la fin, je prends la parole et je dis « Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait également pertinent de mettre en place une enquête auprès des usagers, des personnes, afin de savoir comment ils se vivent dans le logement social ?» Ah ben oui. Oui, mais vous comprenez qu'au moins la relation soit symétrique et que l'enquête soit symétrique. Résultat, avec Florence, on va mettre en place un questionnaire qui va être adressé aux personnes concernées sur la manière dont ils vivent leur environnement, la manière dont ils vivent leur rapport avec les bailleurs sociaux, avec les gardiens d'immeubles, etc. Et ils n'étaient pas contents, je peux vous dire qu'ils... Mais bon, moi, j'attendais. Et en fait, ils ont dit oui, on est d'accord. Mais ils ne pouvaient pas dire non, en quelque sorte. Il nous est arrivé d'avoir des désaccords avec le département, auxquels on a exprimé, auxquels on a pu trouver des solutions. Il nous est arrivé d'avoir des désaccords avec l'État, auxquels aussi on a réussi à trouver des solutions. Pour le moment, on a toujours réussi, avec le dialogue, avec l'écrit, des échanges de courriers, à trouver des solutions qui visent à améliorer les conditions de vie, surtout des sortants de l'aide sociale à l'enfance actuellement. Dans mon engagement, ce qui m'a surpris surtout au début, c'était les discours misérables que j'entendais. J'avais l'impression qu'il fallait dire que du mal de l'ASE, que c'était limite que j'avais grandi en Thaïlande dans un village. Je dis mais c'est pas du tout ce que j'ai vécu, je comprends pas pourquoi vous me demandez de... Et donc voilà. Et ça j'ai l'impression que ce jeu-là, il plaît aux gens et ça en est devenu mon combat en fait. On essaye de faire attention aussi des fois à la prise d'utilisation de notre parole qui serait non maîtrisée ou à des fins qui ne seraient pas des nôtres. Donc il faut être très vigilant avec les politiciens, surtout quand j'ai tout juste 22 ans, 23 ans.
et que je suis face à un grand sénateur ou un député ou un secrétaire d'État, il faut quand même être bien briefé avant sur la prise de position du conseil d'administration et de nos adhérents. Seulement, on reconnaît facilement, à travers la parole d'une personne, on reconnaît facilement ce qui est dicté par une structure et ce qui est vraiment de ce qui préoccupe la personne. Donc on sait, si la personne qui est autour de la table, lorsqu'on construit un schéma régional sur un groupe de travail, vous dit « le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'il nous manque 3 travailleurs sociaux », bon, ok, mais est-ce que c'est vraiment son avis à elle? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie de dire sur ce dispositif? Je ne suis pas certaine. Donc on reconnaît assez facilement. Effectivement, ça peut être une tentation, mais très franchement, ce n'est pas majoritaire. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas parler, qui ont peur de parler. Il y en a des gens qui parlent. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte que vous ne touchez pas un... Excusez-moi, vous populaire, vous ne touchez pas un rond, vous faites le boulot de l'État, etc. Moi, personnellement, je ne me pose pas cette question-là. Voilà, je ne me pose pas cette question-là parce que on ne peut pas... Je crois qu'on ne peut pas toujours tout demander à l'État. Alors qu'on peut, en tant que citoyen, déjà, jouer sa part. L'ALPA connaît d'autres associations, du coup ils m'ont guidée vers d'autres associations. Il y a d'autres associations, des membres d'autres associations qui viennent ici. Par exemple, Culture du Cœur vient 1 fois par mois. L'ARES était venue 1 fois, du coup je me suis renseignée et j'ai pu leur demander un peu d'aide. Il y a pas mal de liens qui se sont faits et c'est pour ça que oui, le monde associatif me plaît vachement. Et avant, je ne le connaissais pas comme ça. Je ne me sens pas militante, mais je me sens participer par le faire, par la démonstration, de une autre manière d'aborder le monde. C'est peut-être très très large ce que je dis, mais ça se vaut dans cette implication et dans d'autres. Mais voilà, c'est de l'être-té, j'ai envie de dire, à partager. D'ores et déjà, l'ensemble des adhérents participent à tous les conseils d'administration. Alors aujourd'hui, elles n'ont pas le droit de vote puisqu'elles ne sont pas encore élues. Combien d'entre ces adhérents souhaiteront candidater sur le siège dédié aux personnes accompagnées? J'espère qu'elles seront nombreuses. Et puis j'espère que les personnes accompagnées pourront prendre leur parole. Et comment maintenant partager, on va dire, la transmission de ce propos pour que ça soit, on va dire, mis dans le pot commun finalement. Parce que finalement, l'objet quand même de tout ça, c'est de créer du commun, c'est de reprendre une place d'acteur citoyen, donc d'avoir des choses à dire sur le monde qui nous entoure. Et donc, ce jour-là, on a proposé aux personnes de travailler une demi-journée et de livrer après les résultats des propositions à des professionnels qui étaient dans une autre salle. Et on a projeté immédiatement dans l'autre salle les propositions et les personnes étaient là. De voir la façon dont leurs propos avaient été entendus par d'autres, je pense que c'est quand même extrêmement intéressant pour chacun. C'est-à-dire que ça redonne une place, une légitimité à être tout simplement acteur citoyen parce qu'on est entendu. Puis effectivement, cette expérience du CRPA elle est extrêmement intéressante parce qu'on est tous sur un pied d'égalité complètement. C'est assez unique en fait d'être ensemble à réfléchir sur un sujet en essayant toujours de voir comment on va améliorer, comment on va pouvoir avec eux, avec ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils osent nous dire ou pas, on va essayer toujours de tirer vers une amélioration. Donc là, oui, il y a vraiment un savoir. Et des propositions, oui. Pour pouvoir donner la parole à tout le monde, il faut que ces personnes accompagnées soient véritablement accompagnées. Il faut que le président sache, se mette à travailler ensemble. Et il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. C'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à prendre. C'est l'énergie dégagée par ce mouvement qui est la véritable force. Ça s'appelle effectivement la démocratie participative, mais dans l'action et dans la solidarité. Pourquoi les personnes accompagnées, puisqu'on considère qu'ils ont des compétences, que l'organisation managériale en général est également collective et participative, la politique associative a suivi le même chemin et il y a des sièges qui sont dédiés aux personnes accompagnées. Ça s'est fait extrêmement naturellement dans le cadre d'un processus
et non pas dans le cadre d'une décision que nous avons prise un jour comme ça et qui a représenté un angle droit, quoi. À quoi bon avoir simplement un retour d'information si ce n'est pas pour, si on veut dans une vraie dimension de gouvernance et d'être un peu plus à l'horizontale, il faut une voie délibérative. C'est un peu familial un peu ici. Du coup, on arrive à discuter et il n'y a pas du tout de hiérarchie entre autres. Avec le président, c'est différent. Mais il installe un petit peu cette complicité. Même si c'est le directeur, même s'il y a le président, voilà, ils sont là pour nous. En fait, ils nous montrent qu'eux aussi sont des humains et qu'on est tous égaux. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte... Je suis tombée dans la participation parce que je me suis rendu compte que justement ce que je faisais, ce que j'étais, ce que je pensais, ce que je comprenais pouvait être utile à autrui. J'ai trouvé une activité où j'ai l'occasion d'avoir des échanges sociaux. Je peux penser avoir une petite utilité sociale et je m'épanouis dans ces activités, dans ces relations. Je pense que ça m'apporte une certaine, déjà en termes de représentation, en termes d'écriture, de prise de position, voilà, parce que je suis quand même le plus jeune président des ADEPAP de France. Moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de forcément promotion ou valorisant. En effet, l'autre personne qui était là, de mémoire, je n'ai pas envie de parler pour elle, mais je sais dans nos échanges après en aparté que ça l'a valorisé énormément, déjà d'avoir été contactée pour ce projet-là. Je ne me sens pas spécialement redevable parce qu'ils nous font pas ressentir ça. Mais j'ai envie, pas de remercier, mais d'apporter quelque chose aussi de mon côté. Quand on voit que nos combats mènent et qu'on réussit, ben, on en devient satisfait. Quand une revendication qu'on a portée et a abouti, ben, on est satisfait. Donc, en fin de compte, et ça me donne encore plus envie de continuer, d'avancer, d'aller plus loin. Dans une certaine mesure, c'est un rôle qu'il fallait que je joue, voilà. Donc c'est ça ça m'a réveillée, voilà. C'est pas du loisir, mais c'est vraiment parce que j'aime ça, quoi. J'aime la relation avec les autres, j'aime la relation avec les gens avec qui je vis, et voilà, et c'est ça. Et au moins, j'ai la faiblesse de penser que ma vie a un sens et que je me sens vivre.